C'est vrai qu'hier, Gauthier, entre 21h et 22h, était le seul des chaînes info à parler de la colère des agriculteurs. Il était moteur. On voyait d'ailleurs des tracteurs à travers champs qui contournaient les barrages. Et ce matin, je vois que cette séquence que vous avez faite a été première sur les chaînes info, Gauthier Lebret. Absolument. Alors parfois on a de l'instinct, parfois on en a moins. Mais là, effectivement, en voulant consacrer... Non mais c'est vrai. Instinct et modestie. On voyait que les agriculteurs étaient en train de... Oui, c'est toi qui vas me donner des leçons de modestie. On voyait que les agriculteurs étaient en train d'acheminer vers Paris. Et donc on a décidé de consacrer quasiment toute la soirée à cela. Et effectivement, les Français soutiennent massivement le mouvement des agriculteurs. Et je note d'ailleurs que la doctrine du maintien de l'ordre a quelque peu évolué au fil de la soirée. On avait des blindés de la gendarmerie disposés à Rungis. Ils n'ont pas bougé. Tiens, comme c'est étrange. Parce que les agriculteurs disaient sur les barrages, on regrette Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui n'agissent pas du tout comme Laurent Nunez. Et vous n'avez pas 20 tracteurs de la coordination rurale qui se retrouvent devant l'Arc de Triomphe si au bout d'un moment, on ne les laisse pas passer. En tout cas, il y a eu changement de doctrine. Hier, vous avez eu effectivement cet instinct, le flair du journaliste qui vous a permis donc de montrer ce qui se passait sur le terrain. Laurent Tessier, demain c'est à 6h15, 7h20. J'imagine que demain ce sera consacré une nouvelle fois à ce qui se passe sur le terrain avec les agriculteurs. Et c'était très intéressant d'écouter sur l'antenne d'Europe 1 ce matin les agriculteurs et d'écouter Jean-Marc Morandini également sur CNews. C'était formidable parce qu'il était au contact sur la place de l'Étoile, place Charles de Gaulle, avec des professionnels. Et puis le toujours excellent, est-ce qu'il est là, Alexandre Omar? Non, il est parti raccompagner notre invité. Il est parti. Écoutez, quand il reviendra, vous le saluerez. Nicolas est fromager, il est entré dans notre studio. Non, il n'est pas fromager. Pardon. Mais pardonnez-moi, mon cerveau s'est déconnecté. Ça parce que t'as un cerveau. Non, écoutez, l'instinct pour la blague lourde. L'instinct pour la blague lourde. Vous êtes obligé d'humilier quand même vos petits camarades et vos petits... Vous n'étiez pas bons camarades à l'école. C'est pas gentil ce que vous avez dit à... Il m'a dit qu'il n'était pas du tout aimé en classe. Je commence à comprendre pourquoi. Nicolas est produit du fromage de chèvre. Il est situé dans le Tarn-et-Garonne à Vazerac. Et vous étiez venu l'année passée, mais on va parler de votre activité dans une seconde. Simplement, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre toujours la même chose lorsqu'il y a une crise agricole. Alors écoutons Arnaud Rousseau, par exemple, président de la FNSEA, après la rencontre avec Yael Braun-Pivet, c'était cet après-midi. C'était l'objet de cette rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale, de lui décrire la situation qui ne peut plus attendre et que nous avons besoin de réponses concrètes. Et puis on lui a aussi parlé de ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire un certain nombre de lois, je pense à la loi sur les entraves, qui a été promulguée et pour lesquelles nous n'avons toujours pas un certain nombre de décrets d'application. Donc si on veut restaurer la confiance, et Dieu sait si elle est éloignée au moment où on se parle, on a besoin que les engagements qui soient pris soient tenus. C'est assez simple à comprendre, on a besoin que ce soit tenu et les agriculteurs aujourd'hui voient une crise de sens, une crise de la vision. Nous n'avons pas de vision en Europe, nous n'avons pas de vision en France sur l'agriculture. Il y a une crise économique qui frappe un certain nombre de producteurs, que ce soit en grande culture, que ce soit en viticulture, que ce soit en élevage, que ce soit en production spécialisée. Il faut apporter des réponses à ces producteurs. Et puis enfin, il y a une crise de la confiance. Oui, ça c'est sûr, la crise de la confiance, je le comprends. Si j'étais agriculteur, je n'aurais pas même confiance du tout. Président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Mais parfois, qui est très contesté. Mais voilà, on a aussi l'impression que lui-même joue sur parce que c'est pas la FNSEA qui bloque Paris en ce moment. Yael Braun-Pivet a été chahutée, huée devant l'Assemblée nationale avec les agriculteurs avant la réunion. Écoutez. Oui. Ah, mais venez avec moi. On vient. C'est pas facile, hein? Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh! C'est pas possible, ça! C'est pas bien. C'est pas possible, ça! Alors là, non! Elle a eu le mérite d'aller au contact avec les agriculteurs, et c'est toujours bien de parler. Écoutez ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale. Ils sont en colère et donc c'est normal que cette colère s'exprime. Moi, j'ai toujours autorisé les manifestations devant l'Assemblée nationale. C'est la maison du peuple. Les Français ont le droit de venir s'exprimer, d'exprimer leur colère devant l'Assemblée. La moindre des choses, c'est que j'aille à leur rencontre.
Excusez-moi, c'est pas des rencontres qu'ils attendent les agriculteurs aujourd'hui, c'est des solutions. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils entendent. Je suis d'accord avec vous, mais avant qu'il y ait des solutions, il faut bien les rencontrer. Mais Pascal, ça fait chaque année, vous avez les mêmes urgences qui sont présentées par les agriculteurs. C'est l'histoire sans fin. Oui. Donc, en plus, là, il voulait rencontrer le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je suis d'accord avec Pascal. Elle a le mérite d'aller au contact quand d'autres se planquent. Il y en a beaucoup qui se planquent. Ouais. Je rappelle que quand il y a eu les blocages dans l'Ariège, la ministre de l'Agriculture ne voulait pas aller sur les points de blocage. Donc, elle a ensuite rencontré dans des salles de réunion les agriculteurs. Ça s'est très très mal passé. Donc, elle a au moins le mérite d'y aller. Donc là, on est sur le superficiel, l'image, la caméra dans une salle de réunion avec des syndicats. Regardez, j'ai quelque chose de concret. Oui. Il y a, par exemple, un député qui s'appelle Mathieu Bloch. Il a déposé en décembre dernier, 18 décembre dernier, une proposition de résolution invitant le gouvernement de la République française à proposer au président de la République, sur le Mercosur, l'organisation d'un référendum. Si l'agriculture et la préférence agriculturelle, c'est la boussole de ce gouvernement et la promesse d'Emmanuel Macron, que le Mercosur va tuer une partie du monde agricole, à ce moment-là, demandez aux Français, proposer un référendum, c'était la promesse des vœux de 2024 pour 2025, mais bon, on peut avoir une année de retard. Tiens, proposez-le. Bon, je voulais vous faire écouter, avant de donner la parole, évidemment, à notre invité Nicolas, je voulais vous faire écouter Pierre Lellouche, ancien ministre, invité ce matin de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. Il réagissait à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en passe d'être signé. La fin d'années de mensonges. Là, on paye des années de mensonges. Moi, j'avais ce dossier sur mon bureau au commerce extérieur il y a 12 ans. Le Mercosur, c'est 25 ans de négociations. Le problème, c'était la protection de nos agriculteurs face à des exploitations énormes en Argentine ou au Brésil qui n'utilisent pas les mêmes antibiotiques et autres, avec beaucoup de choses que nous n'utilisons pas. Donc, il y avait un problème de protection qui n'a jamais été réglé. Et on a raconté tout et le contraire. Et là, Macron paye lui-même ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi, je crois, en Amérique latine, lors de son dernier passage là-bas, il a dit, bon, finalement, ça me va, le Mercosur. Il revient... Contrairement à ce qu'il avait dit précédemment, oui. Et ce qu'il dit aujourd'hui. Et il a fait semblant de dire qu'on allait trouver des systèmes, etc. C'est à la dernière minute qu'on se rend compte qu'il faut des systèmes de protection de nos agriculteurs et on va inventer des inspecteurs qui vont être dans les ports où vont arriver ces marchandises. Mais tout ça, c'est pas sérieux. Comme souvent, Pierre Lellouche a une bonne analyse et c'est vrai que dans beaucoup de domaines, Pierre Lellouche propose un éclairage qui est intéressant. Éric Zemmour, président de Reconquête, il était présent à l'Arc de Triomphe ce matin. Éric Zemmour. On vous parle du Mercosur, après on vous parle de l'abattage des élevages contre les maladies, et ensuite, en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Depuis 10-15 ans, on a complètement abandonné l'élevage. Quand par exemple on abat les troupeaux, ça peut se discuter. Mais en vérité, le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'ils seront reconstitués. Donc il y a de moins en moins d'élevage. On vous dit, l'agriculture française est maintenant déficitaire, alors qu'on était, moi dans ma jeunesse, on était le 2e exportateur mondial. On apprenait ça à l'école. Le 2e exportateur mondial derrière les États-Unis. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on est dépassé par l'Allemagne, par la Hollande. Enfin, c'est complètement sidérant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on ne produit plus. On ne produit plus et on va en parler avec Nicolas justement qui est fromager, il produit du fromage de chèvre, il est 16h44, c'est toujours intéressant d'écouter les profils des uns et des autres et de savoir comment vous vivez. Alors vous étiez venu déjà l'année dernière, vous êtes fromager, vous produisez du fromage de chèvre, je ne peux pas vous donner une expertise dans ce domaine puisque je n'ai jamais mangé de fromage et le simple nom parfois me fait peur parce que je n'ai pas le goût. En plus c'est très fort je crois le fromage de chèvre. Pas du tout. C'est délicieux. Ah bon Délicieux. Ah bon, je crois que c'est très... Après, en vieillissant, en prenant de l'âge, oui, il prend du caractère. Mais comme Pascal. Bon. Olivier Guénec. Bon, alors vous étiez venu quand nous voir ? Alors il y a 2 ans exactement. Ah, il y a 2 ans déjà ? Et oui, quand on est venu en tracteur, déjà. Est-ce que vous diriez que par rapport à il y a 2 ans, c'est pareil, c'est mieux ou c'est moins bien ? C'est pire. Alors, je vais vous dire, honnêtement, il n'y a rien qui avance. C'est pareil, mais c'est pas pire. Oh si, c'est pire. C'est pire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous gagnez moins bien votre vie qu'il y a 2 ans ? Si vous voulez, on a changé le fonctionnement de l'exploitation. C'est-à-dire que avant, on voulait investir et maintenant, on survit. Voilà.
et l'exploitation, elle survit. Bon, vous êtes combien dans cette exploitation ? Mais justement, j'ai plus de salariés parce que je peux plus les payer. Il y a 2 ans, vous aviez des salariés ? J'avais une salariée, ouais. C'est terrible. Donc je peux plus la payer. Enfin, si vous voulez, l'agriculture régresse. Bon, mais elle régresse parce que finalement, ça peut pas être autrement, ou elle régresse parce que les solutions françaises ne sont pas adaptées. En fait, je vais vous dire... Est-ce que c'est une crise de l'offre ? Est-ce que c'est une crise de la demande ? Est-ce que par exemple, dans le fromage de chèvre, les gens, parce que c'est plus cher, parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter cela, est-ce qu'il y a une crise de la demande ? Alors la demande, pas du tout, parce que on est sur des produits qui sont demandés. Mais en fait... produire aujourd'hui, ça coûte très très cher, et en fait on est dans un système où le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les banques veulent pas investir pour de nouveaux matériels, de nouvelles choses, donc vous avez pas le... Donc vous êtes tout seul dans cette exploitation avec votre épouse ? avec mon épouse. Donc vous êtes 2. Voilà. Et je demandais tout à l'heure le chiffre d'affaires de l'exploitation viticole avec Karine Leduc. Vous êtes capable de donner votre chiffre d'affaires ou ça vous ennuie, Nicolas ? Moi, c'est une petite entreprise, donc j'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est rien du tout, quoi. Hein. C'est une entreprise familiale. D'accord, mais sur ces 100 000 euros, vous arrivez à... Donc votre épouse ne travaille pas, elle n'est pas salariée en dehors de l'entreprise. Vous êtes tous les deux à vivre sur cette entreprise. Donc est-ce que vous dégagez un peu de revenus sur ces 100 000 on vivote. Et moi, je vais vous expliquer une partie de mon revenu. En fait, avant, pour tout expliquer, les agriculteurs reçoivent des aides européennes. Moi, j'ai toujours été contre ces aides, donc je ne les prenais pas. Je ne prenais pas les aides européennes. Et pourquoi vous ne les preniez pas ? Parce que vous aviez le droit à des aides et vous ne les preniez pas ? Parce que, je suis peut-être bête, mais moi j'ai des principes. J'ai des principes, mais c'est que et vous quand êtes je critique généreux. un système, je ne vais pas y rentrer dedans. Par exemple, sur une entreprise comme la vôtre, à quelle hauteur d'aide financière y avait-il ? Moi, c'est vraiment très petit, parce que nous avons une aide à la chèvre qui représente à peu près 12 euros par chèvre. Donc vous voyez, j'ai 100 chèvres, le calcul est assez rapide. Donc c'est 1200 euros. Voilà, et puis après vous avez C'était symbolique. des aides. Voilà, c'est symbolique. Et puis après vous avez des aides sur les surfaces. J'ai très peu de surface. Donc en fait, moi, la PAC, c'est... vous les avez laissés. Voilà. Bon, quels sont vos clients ? Ces 100 000 euros, vous les facturez à qui ? Alors moi, je vends à des grossistes qui revendent dans des crèmeries, dans des petits supermarchés et des grands supermarchés au rayon à la coupe. Et là, vous n'avez pas de problème à la vente, pas du tout. À la vente, aucun. C'est-à-dire que si vous produisiez davantage, par exemple, si vous investissiez davantage, vous pourriez effectivement faire peut-être plus de chiffre d'affaires, surtout plus de fromage de chèvre en l'occurrence. Voilà, mais après, bon... Mais il faudrait des investissements lourds. Des investissements lourds, et puis... Et c'est à hauteur de combien ces investissements ? Si vous voulez, si vous regardez, vous êtes pas loin du million d'euros pour refaire un atelier. Voilà. Et ça, c'est absolument impossible. 1 million d'euros, bien sûr. J'imagine qu'avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est impossible. Parce que vous dégagez quoi, 10 000 euros, 15 000 euros de revenus par an pour vous ? Enfin, c'est énorme. C'est moins que ça. Vous savez, voilà, on vit. Mais, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais comment vous vivez s'il y a si peu de revenus ? Donc il faut payer l'électricité, il faut payer des abonnements pour les téléphones, il faut payer des habits pour les enfants. J'imagine, il y a beaucoup de temps en temps, il faut payer quelques loisirs. Tout ça n'existe pas ? Alors les loisirs, bon, ça c'est sûr que c'est pas. Enfin, voilà, on peut trouver des loisirs aussi qui sont gratuits, heureusement. Mais depuis 2 ans, par exemple, vous avez pris des vacances ? Ah, les vacances, non, ça c'est. Mais de toute façon, ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Donc depuis 2 ans, vous n'avez pas pris une journée de vacances, quoi. Vous n'êtes pas allé dans un hôtel, que sais-je, ou quelques jours, ou passé 3 jours avec votre épouse, ou 8 jours. Oui, c'est arrivé. Cette année, non, l'été. Oui, cet été, on est parti quelques jours, mais enfin, oui, voilà. Mais on ne part pas. Déjà, on peut pas partir tous les deux ensemble, puisque c'est compliqué, puisqu'il y a l'élevage. C'est ce que vous m'aviez dit. Voilà. Donc, on vit, et vous avez combien d'enfants ? Comme divorcés, 2 enfants, 2 filles. C'est ça qui est tout à fait particulier. Mais et pardonnez-moi aussi de vous poser cette question. J'avais dû vous la poser il y a 2 ans, mais il y a un moment où vous vous dites pas, je vais arrêter. Alors. C'est pareil, mais vous savez, je pense que c'est dans le milieu rural et dans le milieu des agriculteurs, on a des principes, et on a des valeurs aussi. On s'est engagé, on a pris un emprunt, on doit le payer. Alors même si des fois c'est compliqué, on a du mal à le payer, mais on doit le payer. Donc on va jusqu'au bout.
Et puis voilà, les valeurs, l'engagement, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, si jamais mon exploitation coulait et que je ne pourrais pas payer quelqu'un, ben voilà, je serais vraiment embêté. C'est dans mes valeurs, c'est tout. Et je ne sais pas si les uns et les autres veulent réagir, parce que c'est toujours admirable de vous écouter et d'entendre cet engagement, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Je n'arrive pas à savoir précisément les mesures concrètes qui pourraient vous aider. Là, est-ce que vous êtes victime vous-même de cette sur-contrôle ou de cette sur-norme? La sur-contrôle, sur-norme, si vous voulez... vous parlez souvent dans la politique des petits hommes gris. Ben nous, on a les petits hommes gris des services vétérinaires, on a les petits hommes gris de l'agriculture qui sont là derrière, qui pour prouver qu'ils ont leur place vous demandent tel formulaire, de tel papier, de tel contrôle, de telle chose, et parce que pour prouver qu'ils ont une place, qu'ils ont fait assez de contrôles, voilà. Et on est en permanence. Vous avez une épée Damoclès sur la tête. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette exploitation? Alors en fait, moi je suis né dedans. Mes parents étaient agriculteurs et. Voilà. Et vos parents, ils sont toujours de ce monde? C'est ma mère et qui nous aide sur la ferme. Et ces contrôles n'existaient pas jadis avant. Est-ce que par exemple, quand vous aviez 15 ans, il y a quelques années, le niveau de vie de vos parents était supérieur au vôtre? Alors c'était pas sur les mêmes productions, mais je pense que non. Ça a toujours été. Nous, on avait des petites fermes. C'était pas. Donc ça a jamais été des très gros revenus. Après, ma mère a souvent un exemple qui est assez frappant, c'est que quand elle s'est installée dans l'agriculture, elle disait la chambre d'agriculture, la MSA. Donc la MSA, c'est notre service social, si vous voulez. Ça représentait deux petites pièces dans un grand immeuble. Aujourd'hui, quand vous allez dans le Tarn-et-Garonne, la MSA, c'est un énorme immeuble avec des milliers, enfin, je ne veux pas dire des milliers, mais des centaines de personnes qui sont dedans. La Chambre d'agriculture, c'est la même chose. Les services de l'État, c'est la même chose. Et en fait, avant, dans un tout petit bâtiment où il y avait 4 pièces, on avait toutes les personnes. Aujourd'hui, il y a 5-6 immeubles immenses. Bon, Nicolas, il est bientôt 17h, donc on va marquer une pause. Vous restez évidemment avec nous et on continuera d'échanger sur ces sujets-là. On va peut-être pas parler pendant 2 heures de l'agriculture, mais c'est vrai, et des agriculteurs, mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui est central. Moi, j'aurais aimé qu'on parle aussi de François Mitterrand, parce que ça fait 30 ans qu'il est mort, et je pense que le bilan Mitterrand, c'est intéressant, parce que il y a évidemment une passerelle. Pourquoi il y a une passerelle? Parce que Mitterrand, c'est Maastricht. Donc l'Europe n'a pas non plus encouragé, sans doute, ou le fonctionnement de l'Union européenne ne favorise sans doute pas les exploitations agriculture des agriculteurs en France. Vous connaissez Georges Fay? Est-ce que vous nous écoutez pendant que... Par exemple, à 17h06, quand vous êtes dans votre ferme, à cette heure-là, et vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous dirais que les agriculteurs en général écoutent beaucoup la radio parce que quand vous faites la traite des chèvres... La traite, c'est le matin. Alors, c'est le matin et le soir. Il y a 2 traites par jour. Oui. Bon, et à quelle heure la traite le matin? Nous aussi, on en a des chèvres. Mais arrêtez, écoutez, pour essayer au lieu d'ironiser un petit peu. La traite le matin, c'est à quelle heure? 8h, 18h. Vous levez à quelle heure le matin? Mais alors, ça dépend des jours, puisque justement, j'ai ce marché où je vais à Toulouse. Donc là, je me lève à 3h du matin parce que je dois aller au marché à Toulouse. Bon, ça, c'est une fois par semaine? C'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, vous le levez à 3 mercredi heures. Et le vendredi. Et pardonnez-moi de vous poser une question un peu technique. Vous faites une petite sieste quand vous levez à 3 heures du matin? Bien sûr, voilà. Oui, quand même. Mais pas toujours. Oui, parce qu'il faut être une force de la nature pour être debout et travailler. Vous êtes jeune, évidemment, encore, mais bon, c'est épuisant également, ce métier. Et vous savez, c'est tous les agriculteurs qui vivent cette chose-là. Je sais. On est tous dans ce... Bon, la traite des chèvres est à quelle heure le matin? Donc, à 8h. 8h, vous l'avez dit, et 18h le soir. Voilà. Comme chez nous. Donc à 17h08, qu'est-ce que vous faites à 17h08 quand vous êtes dans votre ferme à cette heure-là? Vous préparez à traire les... Il peut y avoir beaucoup d'activités suivant. Alors c'est plutôt ma femme qui s'en occupe, et là ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est plutôt
on va dire, quand ça urge, parce qu'on est toujours très en retard, ou elle doit prendre des fois plusieurs journées pour pouvoir tout régler. J'ai aucune idée comment on fait un fromage de chèvre. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment faire. On me dirait, mais alors donc vous La traite, vous savez comment ça se passe? Oui, mais après comment, une fois que le lait est sorti, comment vous faites? Mais ça m'intéresse, je l'assure. Pardonnez-moi. En plus, je vous dis, mais c'est vrai, je n'ai aucune idée comment ça se passe. Une fois que alors vous seriez un très très bon contrôleur des services vétérinaires. Parce que en fait, vous ne connaissez rien. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent vous contrôler, en fait, ils n'ont jamais fait un fromage de leur vie. Oui, ben ça c'est dommage, effectivement. Mais ils apprennent quand même la première fois qu'ils viennent et ils le savent pas. Et puis la deuxième fois, ils sont pas idiots, ils comprennent. Ils faut respecter les normes. Expliquez-moi comment on fait un fromage de chèvre, ça m'intéresse. Nous avons trait les chèvres, nous avons donc du lait. Nous mettons dedans des ferments. Donc c'est ce qui va donner le goût, qui va donner la texture, qui va donner la croûte du fromage. Donc ça, il faut le mettre dans le lait qui est chaud pour que ces ferments évoluent. On va dire que c'est des petites bactéries qui vont se développer dans le fromage. Et ensuite, nous allons mettre de la présure. La présure, c'est quelque chose qui va figer le fromage. Vous allez faire un gros yaourt du lait que vous avez trait. Donc ensuite, ce gros yaourt, il doit attendre à peu près 24 heures à 20 degrés. Et ensuite, nous allons donc mouler les fromages, c'est-à-dire qu'avec une louche ou avec un instrument, nous allons mettre dans les formes le cahier qui va s'égoutter pendant encore une journée. Après, on va le retourner pour qu'il ait une forme bien complète. Et puis ensuite, on va le mettre à sécher quelques jours pour qu'il s'égoutte. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut commencer à le consommer. Entre le moment donc de la traite et le moment où il est dans la bouche d'un consommateur, il s'est passé quoi? Moins d'un mois? Oh, mais même que quelques jours des fois. Quelques jours. Mais lorsqu'on parle d'affiner, là, ça se passe également dans le fromage de chèvre? Alors ça se passe également, et là on va le mettre dans des caves qui vont permettre d'être avec plus sophistiqué, d'être meilleur, pourquoi pas? Voilà, et d'avoir plus de caractère. Et là, il peut rester combien de temps? Mais alors là, on peut le garder, je veux dire, éternellement, parce que c'est un produit vivant. Ah bon? Donc on peut garder éternellement du fromage? Oui, mais il va avoir plus de caractère, il va devenir très sec, il va devenir très dur, mais on peut le garder. Et on peut le manger jusqu'au bout. Oui. Un vieux fromage. Bon, c'est bon à savoir. On le constate tous les jours. Non mais c'est moi je trouve que c'est en fait vous savez comment on va moi je suis allé sur les exploitations. Moi j'ai ma mère qui est auvergnate et mon père qui est breton, mon père qui a grandi en Bretagne au milieu même d'une exploitation agricole. Donc quand j'étais petit, j'allais l'été dans les exploitations agricoles. Bon, donc oui, je l'ai vu. Ces fromages que vous la part que vous faites, la louche que vous faites, vous vendez combien elle est vendue combien aux consommateurs? Je parle pas à celui que vous vendez à l'épicier, etc. La chaîne traditionnelle, parce que vous fournissez des grandes surfaces peut-être, ou en tout cas des clients. Mais à l'arrivée, c'est vendu combien les 200 grammes ou les 300 grammes? Je n'en sais rien. Alors à l'arrivée, on va dire que sur la production, je sais pas, je vais partir sur peut-être un produit qu'on appelle nous le pichou, qui est un fromage qui ressemble au rocamadour. Il n'a pas l'appellation, mais il y ressemble. C'est un fromage qui va faire 30 grammes. Moi, je vais le vendre à peu près 55-60 centimes. Les 30 grammes. Et vous allez le retrouver à entre 1,20 € et 1,50 € dans les crèmeries. Le pichou. Le pichou. Bon, ça c'est la marque du fromage que vous proposez. Un petit pichou, si je rentre par exemple... en occitan, pichou, ça veut dire le petit. Ah oui, écoutez... C'est une marge du distributeur, hein. Alors, entre 50 centimes et 1 €, c'est quand même une marge incroyable. Vous savez, c'est aussi pour ça qu'on vient manifester, c'est que si vous regardez le prix des matières premières, donc que nous produisons, il n'a pas augmenté, même si on regarde le prix du lait, depuis, ça fait à peu près 30 ans que c'est toujours le même. Alors que vous achetiez, je sais pas, une brique de lait à l'époque 80 centimes, maintenant vous allez l'acheter presque 2 €. Et il est toujours payé la même chose au producteur. Vous avez une centaine de chèvres. Une chèvre, vous pouvez l'exploiter pendant combien de temps? Alors, on ne l'exploite pas parce que c'est pas... Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais ça a l'air bien, voilà, elle est traite comme... Oui, elle est productive pendant combien de temps? Le terme n'était pas bien choisi, je vous demande de me pardonner. Alors, nous, c'est un peu particulier puisque nos chèvres, elles vont pâturer, donc elles mangent dehors, elles mangent de l'herbe.
Elles ont des cornes. Et donc, elles vivent très longtemps. On a une chèvre qui a vécu jusqu'à 18 ans. Et la moyenne, c'est quoi? La moyenne, une chèvre normale va vivre à peu près entre 7 et 8 ans. Bon, il n'y en a pas une qui veut partir dans la montagne et comme Monsieur Seguin. Elles veulent toutes rester avec vous. Si, justement. Elles veulent toutes rester jusqu'au bout parce que moi, je connais une histoire d'une chèvre qui était avec Monsieur Seguin et puis elle est partie dans la montagne et puis elle s'est fait manger par la. C'est une histoire vraie et ça se répète, elle se répète en permanence. Bon, en tout cas, merci. Vous avez déjà trait, vous, Pascal? Mais j'ai attrait à beaucoup de choses dans ma vie. Mais non, oui, d'ailleurs, oui. Quoi, oui? Bah oui, évidemment, mais quand on est enfant. Dans quel contexte? On est enfant, quand on est dans la ruralité. Pas récemment. Mais quand on est enfant, on est parfois du côté de Bretignolles-sur-Mer, il y avait des fermes de temps en temps, et puis les petits-enfants de la ville, ils arrivaient, et puis l'été, on leur faisait faire des choses et découvrir des choses, et c'était voilà. Mais c'est automatisé comme pour les vaches? Oui. Quand même, on n'est pas au niveau de il y a quelques progrès. Bon, je vais vous remercier parce que à chaque fois que vous passez, effectivement, c'est intéressant de vous écouter, intéressant d'écouter votre métier. Nicolas Fromager, qui produit donc du fromage de chèvre. Vous avez repris l'exploitation de vos parents. Vos parents étaient dans l'élevage de bovins. Vous avez créé l'atelier de chèvre avec votre épouse, et puis au sein de votre exploitation, vous fabriquez donc ce fromage dit lactique avec une centaine de chèvres. Il n'y a pas d'autres salariés dans cette exploitation. Vous êtes juste vous et votre épouse. Et vous êtes partis, je crois, dans la nuit de lundi à mardi pour rejoindre à Paris. Et là, vous allez rester. Je ne sais pas si vous avez prévu de repartir ou vous restez jusqu'à temps qu'il y ait des solutions. La dernière fois qu'on est venu, on s'est fait déjà... on nous a promis plein de choses. Et rien n'est arrivé. Et puis rien n'est arrivé. Après, il y a eu le salon de l'agriculture. Avec Macron qui nous a promis tout un tas de choses, on n'a toujours rien vu. Après, il y a eu aussi le passage sur la botte de paille avec Jérôme Bail de Gabriel Attal. Tout devait être formidable, le métier était formidable. À chaque fois, tout est... Et puis alors, à chaque fois, on nous sort la loi Egalim. Alors ça, cette loi, c'est la loi des manifestations. C'est la réponse de la politique. C'est là, ils n'ont pas encore parlé, mais ils vont la sortir dans pas longtemps. C'est, je vous sors la loi Egalim parce que ça va vous sauver. Mais cette loi Egalim, elle est sortie juste pour la manif. On fait 3 contrôles, on montre qu'on a contrôlé les grandes surfaces. Et que la loi Egalim, c'est compliqué. Si on rentre là-dedans, j'ai peur que... Et puis c'est fini. La loi Egalim, en 2 mots ? Qu'est-ce que c'est la loi Egalim ? En fait, si vous voulez, c'est que nous, on doit vendre notre produit au bon prix et être compétitif par rapport aux autres. Puis en fait, elles ne la sortent que juste pendant les grèves, et puis après, hop, le reste du temps, il n'y a personne pour rien contrôler et tout se fait n'importe quoi. Merci, vraiment merci beaucoup. C'est à Saint-Aubin que vous êtes ou au marché Victor Hugo à Toulouse ? Non, c'est le marché, le marché. C'est le mine. Effectivement, c'est le marché des professionnels, puisque j'ai un envoyé spécial à Toulouse, un envoyé spécial permanent, en l'occurrence ma fille, et qui me demande. Qu'est-ce qu'elle demande ? Elle dit c'est le marché Victor Hugo ou c'est le marché Saint-Aubin, puisque vous avez dit que vous alliez à Toulouse. Bon, elle était très étonnée hier. Elle nous écoute tous les jours. Hier, parce que j'ai cité ce qu'elle a dit hier, qui n'était pas forcément sympathique pour moi. Oui, elle vous a clashé, oui, tout à fait. Voilà, mais moi j'aime bien qu'elle a du caractère. C'est très bien. Elle m'a dit que je ne connaissais pas elle ne connaissait pas Mistinguett, mais moi je ne connaissais pas SCH. C'était la discussion qu'on avait hier. C'était SCH. Donc voilà. Vous étiez dans le passé. Vous n'êtes pas dans l'avenir en tout cas. 17h17.